merci beaucoup. J'ai la délicate tâche de conclure cette session et de passer après les deux très intéressantes présentations à laquelle nous venons d'assister. Donc je vais conclure cette session en vous parlant des traitements des patients avec erreur innée de l'immunité. Effectivement, on arrive à poser le diagnostic, à y penser du moins, et à poser le diagnostic, à aller des fois et souvent vers le diagnostic génétique, mais maintenant il faut pouvoir les prendre en charge. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, les erreurs innées de l'immunité, donc ils englobent ce groupe hétérogène important d'environ 500 maladies monogéniques qui peuvent donc affecter soit l'immunité innée, soit l'immunité adaptive, ou qui peuvent affecter les deux également. Effectivement, donc, qu'est-ce qui en découle? C'est que la prise en charge va être complexe et va dépendre donc de cette anomalie génétique. Et que, à côté des thérapeutiques classiques que nous allons voir, il existe des thérapeutiques actuelles, des thérapeutiques modernes qui existent et qui méritent donc une présentation. Donc nous allons commencer par les médicaments qui sont utilisés dans les erreurs innées de l'immunité et qui ont pour objectif de corriger, de compenser ou de moduler donc ces anomalies. Donc nous allons voir les thérapies de remplacement, les immunomodulateurs et les agents cibles. Donc pour les thérapies de remplacement, nous allons commencer par ce qu'il y a de plus classique et ce qu'on utilise le plus souvent chez nous en pratique, ce sont les perfusions d'immunoglobulines polyvalentes. Donc on sait qu'environ 50 à 75% de toutes les erreurs les erreurs innées de l'immunité vont nécessiter donc cette perfusion d'immunoglobulines. Donc nous savons que le bénéfice est certain quand on est face à des déficits en lymphocyte B, que le bénéfice peut être intéressant et probable quand nous avons un taux d'immunoglobuline normal, mais nous avons un déficit quantitatif dans la production spécifique d'anticorps. Et enfin, nous savons qu'il y a quelques contre-indications donc à la perfusion d'immunoglobulines. Nous avons donc les recommandations de l'ESID qui stipulent que pour tous les patients, la perfusion d'immunoglobuline doit être assurée lorsque le taux d'IgG est inférieur à 2 grammes par décilitre d'IgG. Et que si le taux est supérieur, mais que nous sommes face à des infections qui sont sévères et qui sont répétées, à ce moment-là, il est très intéressant et il est vraiment indiqué de perfuser les immunoglobulines. Donc en Algérie, nous disposons des IG par voie intraveineuse, mais la voie sous-cutanée existe, donc avec des effets secondaires qui sont mineurs. Et bien sûr, donc ils font un monitoring tous les 3 à 6 mois du taux résiduel d'immunoglobulines. En ce qui concerne donc les autres thérapies de remplacement, donc nous avons par exemple l'adénosine désaminase ou la PEG-ADA, qui est utilisée dans le déficit en adénosine désaminase, qui va fournir donc une enzyme fonctionnelle pour corriger l'accumulation toxique des métabolites proliques. C'est une alternative extrêmement intéressante à la transplantation ou à la thérapie génique dans ce cas-là. Et bien sûr, dans ce cas-là, la mortalité et la morbidité vont être nettement inférieures donc à ceux de la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Donc nous nous intéresserons également à la thérapeutique anti-infectieuse. Donc nous savons que les infections vraiment représentent les complications la plus fréquente, la plus redoutable de ces déficits immunitaires. Donc c'est un traitement qui va être complexe, qui va nécessiter une antibiothérapie à long terme, que ce soit une antibiothérapie ou des antifongiques ou des antiviraux à large spectre. Il faut savoir aussi que ces patients ont une sensibilité accrue à des agents inhabituels. Pour cela, il faut s'acharner à l'identification des agents pathogènes, donc avec un service de bactériaux qui doit être performant. En ce qui concerne donc ces patients, donc nous allons les mettre sous prophylaxie anti-infectieuse. Donc cette prophylaxie a pour but de réduire la fréquence et la sévérité des infections. Donc c'est principalement une antibioprophylaxie, mais selon donc le déficit immunitaire sous-jacent, nous pouvons avoir donc une prophylaxie antivirale et antifongique. Et donc je vais vous donner rapidement donc les médicaments, donc les antibioprophylaxies donc qu'on utilise le plus fréquemment.
Donc c'est selon le gène qu'on veut, donc qu'on vise. Donc on donne du Bactrim lorsque on veut protéger contre le pneumocystis jirovecii ou le staphylocoque. On donne donc de l'azithromycine lorsqu'on vise plutôt mycoplasme et streptocoque. Donc vous voyez que c'est un traitement qui est à prendre soit tous les jours, soit 3 fois par semaine pour l'azithromycine. Donc si donc, nous sommes par exemple devant une granulomatose septique et que nous voulons prévenir contre une atteinte aspergillère, donc l'enfant sera mis systématiquement sous itraconazole ou sous voriconazole tous les jours. Donc lorsque c'est un candidat, nous choisissons plutôt le fluconazole, etc. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'antibioprophylaxie. Si nous nous intéressons aux immunomodulateurs, donc nous avons également les corticostéroïdes. C'est vrai que, parlant de corticostéroïdes, ça peut nous paraître un peu bizarre. Comment est-ce qu'on donne des corticostéroïdes à des gens qui ont un déficit immunitaire? Et donc on va augmenter leur risque d'infection. Mais non, mais ce n'est pas du tout dans ce sens-là. C'est plutôt donc dans l'optique de contrôler des complications inflammatoires et auto-immunes. Et par mécanisme, donc en supprimant bien sûr l'inflammation et en inhibant la production de cytokines et de prolifération des cellules T. On les utilise principalement dans les maladies auto-inflammatoires secondaires au déficit immunitaire, dans les anémies hémolytiques auto-immunes et dans les cytopénies. Nous avons également les interférons gamma, donc, qui pratiquent donc principalement dans la granulomatose septique chronique et qui va donc stimuler les macrophages et améliorer la réponse antimicrobienne. Pour les autres agents immunosuppresseurs, donc, dont l'indication est principalement donc, les pathologies lymphoprolifératives ou auto-immunes, donc nous avons l'aziatioprine et le cyclophosphamide. Enfin, nous avons également le rituximab qui est intéressant parce qu'il va cibler donc les cellules B qu'on retrouve principalement dans les maladies auto-immunes. Donc ça c'est, on a vu, donc on vient de voir la thérapeutique classique. Nous allons nous intéresser maintenant à la thérapeutique ciblée et en ce qui concerne les thérapies donc ciblées qui vont avoir comme action spécifique de quoi? D'agir principalement et spécifiquement sur les anomalies moléculaires, donc aux cellules sous-jacentes aux erreurs innées de l'immunité. Ça va permettre une approche personnalisée et efficace et qui va corriger, mais vraiment principalement, et qui va moduler les voies immunitaires dysfonctionnelles. Ça, vraiment, les thérapies ciblées constituent une réelle révolution dans la prise en charge des déficits immunitaires. Et c'est en réduisant donc les complications inflammatoires, auto-immunes et infectieuses associées. Donc, elle va permettre cette approche personnalisée, elle va avoir un mode d'action en bloquant ou modulant vraiment les protéines ou les cytokines ou les voies de signalisation responsables de ces dysfonctionnements. Et donc, les buts, les objectifs, donc nous venons de les voir. Donc, nous allons parler principalement des inhibiteurs des voies de signalisation intracellulaire et des inhibiteurs donc de JAK ou Janus kinase, qui va cibler principalement les molécules de signalisation en aval des récepteurs, souvent qui sont hyperactivés dans les déficits immunitaires. Donc nous avons les inhibiteurs donc, de JAK-STAT qui vont bloquer les kinases JAK impliquées dans la signalisation des cytokines, que nous allons utiliser dans les déficits, donc dans les stades 1 gain of function, les stades 3 gain of function et le syndrome d'hyper-IgE. Donc comme exemple, nous avons le ruxolitinib et le tofacitinib. Donc, quelles sont les caractéristiques de ces inhibiteurs de la voie des kinases? Donc, c'est un ciblage spécifique, c'est un traitement qui se prend par voie orale et ça entraîne une réduction très rapide des symptômes, notamment dans les syndromes auto-inflammatoires aigus. Mais il y a effectivement des limites, donc il y a des effets secondaires donc toxiques qui sont possibles, comme des infections opportunistes ou des cytopénies. La durée d'efficacité, donc il faut un besoin d'un suivi à long terme pour éviter les résistances ou les rechutes. Et enfin, et non des moindres, donc le coût élevé de ces molécules et qui ne sont pas disponibles malheureusement, donc entre autres chez nous en Algérie. Donc nous avons donc pour les autres molécules de la thérapie ciblée, nous avons les inhibiteurs donc de SIK, c'est la spleen tyrosine kinase. Là, alors il faut savoir que le SIK est impliqué dans la signalisation des récepteurs immunitaires et que donc lorsqu'il y a une mutation à ce niveau-là, on a des réponses immunitaires inappropriées. Et donc nous avons comme exemple de traitement la fostamatinib.
Nous avons également les inhibiteurs de la mTOR, donc la mTOR, il faut savoir que c'est une kinase clé dans le contrôle de la prolifération donc du métabolisme des cellules immunitaires, que donc bien sûr les mutations gain of function du gène mTOR ou les anomalies de la voie mTOR peuvent entraîner des syndromes d'activation lymphoproliférative, et comme exemple de traitement, le sirolimus qu'on utilise donc assez fréquemment chez nous. Quelles sont les perspectives futures des thérapies ciblées? Bien sûr, ce sont les combinaisons thérapeutiques, donc l'association d'inhibiteurs de kinase avec d'autres thérapies ciblées, le développement encore de kinases spécifiques en mettant bien sûr en évidence des mutations génétiques individuelles, et bien sûr le suivi à long terme. Ce sont des molécules qui sont assez récentes donc, et qui nécessitent encore un suivi en long terme. Donc c'est juste un tableau qui vous résume les différentes thérapies ciblées donc, dont nous disposons, donc non en Algérie mais dans le monde, donc, et quelles sont les indications, donc les indications appliquées. Donc à côté de ces thérapies, que ce soit des thérapies ciblées ou les thérapies classiques, nous avons la thérapie génique qui est très intéressante dans les déficits immunitaires. Pourquoi? Alors elle consiste en quoi? Elle consiste à insérer ou à remplacer ou à corriger ou à inactiver un gène pour traiter une maladie. C'est une alternative donc très intéressante à la greffe de moelle osseuse. Très intéressante, pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin à ce moment-là de donneurs compatibles et qu'on n'a pas tous les effets secondaires qui peuvent survenir donc après une greffe de moelle osseuse. Donc on a différents types de thérapies géniques, que ce soit des thérapies géniques in vivo ou ex vivo. La in vivo donc consiste à l'administration directe du vecteur thérapeutique dans l'organisme, et tandis que l'ex vivo, on extrait donc les cellules du patient, qu'on modifie génétiquement au niveau du laboratoire et qu'on réimplante donc chez le patient. Donc en ce qui concerne les différents vecteurs donc, en thérapie génique qui sont utilisés, on a les vecteurs viraux et qui sont les plus fréquents, et ceux qu'on utilise les plus fréquents sont les rétrovirus. Et enfin, on a les techniques donc sans vecteurs viraux qui sont bien sûr, qui utilisent des nanoparticules lipidiques et qui sont une sécurité qui est très importante, mais malheureusement donc l'efficacité de transfection n'est pas aussi importante que les vecteurs viraux, même si donc les effets secondaires sont beaucoup moins importants. Donc, quelles sont les indications de la thérapie génique donc, dans les SCID, donc principalement dans le SCID-ADA, dans l'adénosine des aminases et dans le DICS donc X, dans les syndromes de Wiskott-Aldrich où les résultats sont très prometteurs, dans bien sûr la PDS, la granulomatocytique et les déficits liés à la voie interféronique. Donc, quels sont ces avantages? Donc, je l'ai dit, c'est un traitement potentiellement qui est curatif, qui évite les greffes allogéniques et qui permet une approche ciblée. Les risques sont malheureusement le risque oncogénique avec l'intégration des gènes dans l'ADN qui peut activer des proto-oncogènes et qui peut entraîner aussi donc, des cancers, une immunogénicité des vecteurs et enfin le coût élevé et la disponibilité qui n'est pas donc qui est limitée dans les pays dans les pays émergents. Alors, en ce qui concerne donc quelles sont les perspectives dans les thérapies géniques, donc on a l'optimisation des vecteurs, améliorer donc ces vecteurs, donc avec une édition génétique de précision, et enfin et surtout améliorer l'accessibilité à ces thérapies génétiques. Enfin, je vais conclure par la greffe de cellules souches métopoïétiques. Donc, vous savez que le principe, c'est quoi? C'est de remplacer les cellules immunitaires défectueuses par des cellules souches hématopoïétiques, donc d'un donneur compatible. Ces cellules greffées vont ensuite produire des cellules immunitaires qui vont être fonctionnelles et qui vont remplacer ainsi celles qui sont défaillantes. Donc les indications, c'est vraiment le traitement curatif avec un grand T, donc pour plusieurs déficits immunitaires, donc y compris le plus grave, donc le SCID, donc qui est très intéressant dans le syndrome de Wiskott-Aldrich et dans les déficits de la phagocytose. Et il est recommandé vraiment quand le déficit est sévère et si le patient a un frère ou une sœur qui est compatible, donc qui est HLA compatible, pour minimiser bien sûr les risques de rejet. Donc idéalement, les sources, donc c'est un donneur apparenté compatible HLA. Donc on peut avoir aussi un donneur non apparenté qui est compatible ou de sang ou du cordon. Donc les taux, si on s'intéresse aux résultats et au suivi, les taux de réussite sont élevés
pour les greffes allogéniques, donc bien sûr chez l'enfant, mais on a des complications qui sont possibles et bien sûr l'importance du suivi à long terme. Quelles sont les avancées dans la greffe de cellules souches hématopoïétiques? Donc c'est les greffes haplo-identiques qui sont partiellement compatibles et c'est les mini-greffes où le conditionnement doit être réduit pour les patients les plus fragiles. Donc ce tableau représente toutes les indications donc, de la greffe de moelle osseuse selon les différents types de DIP sous-jacents. Donc en conclusion, les médicaments donc, utilisés pour les erreurs innées de l'immunité sont variés et répondent à des besoins spécifiques, que ces thérapies vont permettre de stabiliser dans un premier temps les patients, de réduire les complications, d'améliorer la qualité de vie en attendant bien sûr les options curatives comme la thérapie génique ou la greffe. Et un suivi personnalisé et une approche multidisciplinaire sont donc essentiels pour optimiser leur utilisation. Et je vous remercie.